faut aussi replacer le contexte, dans le contexte, le statut de la femme, c'est-à-dire qu'un statut juridique, politique et social qui en fait pendant longtemps une marginale de la vie publique, hein, pas de droit de vote, dépendante de son mari, ne disposant pas de l'autorité familiale. Juridiquement, on dit que la femme a un statut de mineure civile. Et ce n'est pas pour autant que les femmes vont rester dans l'ombre. Avec le déclenchement de la guerre et la mobilisation des hommes, les femmes vont prendre une part plus importante dans la société, renforcée par le nombre important de prisonniers de guerre. À l'époque, en 1940, c'est près de 2 millions de prisonniers de guerre. Et on l'avait déjà vu pendant la Première Guerre mondiale, où les femmes sont appelées à se mobiliser, notamment dans les usines, à travailler, à davantage travailler. Ici, dans ce cas où les hommes vont être en majorité aussi absents du fait d'être prisonniers de guerre, en tout cas notamment au tout début de la guerre, les femmes vont adopter souvent un rôle de chef de famille et assumer de nouvelles responsabilités. La résistance a bien évidemment besoin de tous les volontaires et elle n'a pas fermé la porte aux femmes, d'autant que les femmes, par leur statut, on le voit, leur image traditionnellement véhiculée, à savoir un sujet faible, non politisé, innocent et donc non engagé, cette image, on le verra, a servi favorablement la résistance, les troupes d'occupation et de Vichy, n'envisageant pas qu'une femme puisse s'engager dans ce combat clandestin. L'étude du rôle des femmes dans la résistance donc, doit prendre en compte ce contexte social de l'époque. Il faut donc avoir à l'esprit la différence des rôles dévolus à l'époque entre les hommes et les femmes. Selon l'historienne Dominique Veillon, la résistance féminine se trouve ainsi contenue entre deux pôles, c'est-à-dire deux domaines d'activité. D'une part, on peut penser l'action des femmes qui est réalisée dans des mouvements, dans des réseaux structurés au sein d'une hiérarchie où là, le nom d'une femme résistante va apparaître, parce qu'elle a des responsabilités dans un mouvement, dans un réseau de résistance. Elle peut être secrétaire, agent de liaison, agent de renseignement. Et puis un autre pôle, un autre domaine d'activité, c'est la résistance qui s'organise au quotidien, en fait. À savoir loger quelqu'un, apporter un coup de main, en fait. Des actions qui passent souvent inaperçues, qui ont souvent lieu au sein du foyer, avec le mari, souvent. On aide, mais on ne fait pas partie d'un réseau et d'un mouvement. Et ça, on le verra, après la guerre, ça n'a pas été répertorié. D'accord ? Donc une résistance autour d'actions de mouvements, de réseaux où il y a une hiérarchie et du coup là où le rôle des femmes est bien répertorié, l'action des femmes en tout cas, et puis d'autres actions qui passent souvent inaperçues. Et en fait, bien souvent, les activités des femmes dans la résistance vont être le prolongement de leurs tâches habituelles qui leur étaient dévolues, à savoir nourrir, soigner, vêtir. Ces occupations féminines, indispensables à la logistique de la résistance, ne sont presque jamais répertoriées et souvent passées sous silence par les femmes elles-mêmes. Donc on peut se rendre compte d'une certaine division sexuelle au sein des activités de la résistance, mais en fait cette division, elle n'est que le reflet de cette société de l'époque patriarcale où la conception des rôles qui sont attribués à chacun aux hommes et aux femmes. Ainsi, il paraît difficile pour une femme dans la résistance d'avoir des postes de responsabilité, d'être chef. Évidemment, à l'époque, les femmes n'ont pas encore le droit de vote, donc on imagine encore moins qu'on va leur confier des responsabilités ou obéir à une femme au sein d'un mouvement ou d'un réseau de résistance. Vous voyez que la résistance, elle va faire perdurer ce rôle traditionnel. Il n'y a eu qu'une seule femme chef d'un réseau de résistance en France, c'est Marie-Madeleine Fourcade, chef du réseau Alliance, sous le pseudonyme de Pause 55. Et il faut bien penser qu'au départ, ce réseau de renseignement est gouverné et dirigé par Georges Loustonneau-Lacau, proche des milieux d'extrême droite, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas s'engager dans la résistance. Il faut bien voir que la résistance, ça va de tous les bords politiques, pour des motivations différentes. Et au départ, Georges Loustonneau-Lacau est donc le chef de ce réseau de renseignement le réseau Alliance est beaucoup sur Autun, Avallon par exemple. Et lorsque celui-ci est arrêté, Marie-Madeleine Fourcade, qui était un petit peu son adjointe, va continuer d'envoyer des messages codés à Londres, sous le pseudonyme, je vous le disais, Pause 55, qui ne laisse apparaître pas du tout son genre. Et donc, au bout de quelques mois, elle confie à Londres que ces messages et ce réseau est dirigé par une femme. On va dire qu'elle a fait ses preuves, d'accord ? Elle ne l'a pas dit au départ. Elle a fait ses preuves et du coup,
Londres va accepter, entre guillemets, enfin en tout cas cet état de fait. Donc Marie-Madeleine Fourcade, la seule femme chef d'un réseau en France avec 3000 agents sous ses ordres. D'accord. Elle publiera un livre après la guerre qui s'appelle L'Arche de Noé. Parce que dans ce réseau de résistance, tout le monde avait aussi un pseudonyme qui était un nom d'animal. Elle, c'était Hérisson. Donc voilà, après, elle a appelé son témoignage l'Arche de Noé. Donc très peu de femmes chefs de résistance, mais on va le voir, je vais vous présenter un petit peu les différents rôles et actions des femmes. Il faut surtout penser au départ, tout comme les premières actions de résistance, c'est faire de la contre-propagande. La propagande de Vichy et des Allemands est très forte. Donc une des actions principales et pionnières de l'ensemble, des hommes, des femmes, c'est la contre-propagande. Les résistants et résistantes vont diffuser, confectionner des tracts, des journaux clandestins. Et c'est donc cette presse et ces tracts sont vraiment une arme essentielle. J'aime bien rappeler qu'au départ, la résistance, surtout une résistance qui passe par convaincre, diffuser des messages, et on n'est pas encore dans l'action armée. Mais il est difficile de percevoir la participation réelle des femmes dans la conception de ces journaux. Elles assurèrent souvent et dirigèrent l'impression de journaux, étaient souvent responsables de la diffusion clandestine. Elles étaient secrétaires, rédactrices en chef ou collaboratrices de ces journaux comme Bertie Albrecht, qui va cofonder le mouvement Combat avec Henri Freinet, ou Lucie Aubrac. Peut-être que ce n'est même plus la peine de la présenter, mais nous avons aussi quelques jeunes dans la salle, et ce public est aussi très féminin, comme très souvent lorsque l'on parle des femmes dans la résistance. Lucie Aubrac, elle cofonde aussi un mouvement, le mouvement Libération, et qui donc par la suite participera à l'évasion de son mari, et elle a écrit par exemple « Ils partiront dans l'ivresse », que je vous conseille sur ce journal. Lucie Aubrac, pour le journal Libération, elle va donc... Finalement, elles sont souvent les secrétaires dans les journaux, dans la fabrication de ces tracts, de ces journaux clandestins. La plupart du temps, évidemment, les articles sont rédigés par des hommes, on confie aux femmes et elles tapent à la machine ces journaux et ces tracts. C'est le cas aussi de Geneviève de Gaulle, qui se mariera après la guerre, Geneviève de Gaulle-Antoniose, et qui participe à l'action de contre-propagande au sein du mouvement Défense de la France. Et au départ, Geneviève de Gaulle, elle est secrétaire. On lui confie ses articles à taper. Et elle est étudiante, c'est important de le préciser, et ça ne lui vient pas à l'esprit au départ qu'elle pourrait elle-même écrire des articles, en fait. Et il faudra attendre à partir de 1943, ou dans le journal Défense de la France, qui est créé dès 1941, qui va être diffusé quand même à 400 000 exemplaires. Mais tout ça est clandestin, mais ça veut dire que 400 000 exemplaires, on a trouvé contact avec des imprimeurs qui, la nuit, vont faire tourner leur presse. Et Geneviève de Gaulle, à partir de 1943, se dit « moi aussi, je peux écrire des articles » qu'elle va rédiger et publier sous le pseudonyme de Gallia. On voit aussi souvent l'action des femmes qui va miser sur une forme d'union, en fait. Toujours dans la contre-propagande, c'est-à-dire des journaux qui vont être proprement féminins. Par exemple, La Voix des femmes de la Côte d'Or. Là, du coup, les femmes sont ensemble, et là, du coup, elles sont dans toutes les maillons de cette chaîne de la fabrication de ces journaux. On pense aussi dans d'autres départements à La Patriote parisienne, L'Appel des femmes. Et donc, je vous le disais, La Voix des femmes de Côte d'Or, qui sont souvent des journaux issus d'actions d'avant-guerre autour de mouvements féminins liés au Parti communiste, c'est-à-dire les comités féminins de lutte, l'Union des femmes françaises, l'Union des jeunes filles de France avant-guerre. Et La Voix des femmes de Côte d'Or, c'est l'organe des comités féminins de lutte pour l'indépendance de la France, qui sont donc rattachés au Parti communiste. On le verra par la suite aussi en prison, les femmes, parce que l'action de la résistance va se poursuivre aussi, même quand on est emprisonné, il y a des journaux ou des feuillets qui sont écrits aussi en prison, comme La Patriote enchaînée, qui est le mensuel de la Petite Roquette à Paris, Femmes de France. Et donc, voilà, ça c'est des journaux, des tracts qui vont être confectionnés vraiment entre les femmes.
entre femmes, et des actions de contre-propagande. On les retrouve aussi en Côte d'Or autour d'Odette Jarlot, qui est une figure féminine importante de la résistance en Côte d'Or, notamment elle était professeure à Beaune. Elle est responsable d'un organe de lutte pour l'indépendance du parti, de la France, qui est lié au Parti communiste qu'on appelle le Front National à l'époque, donc pour la région de Beaune. Et elle va reproduire des tracts avec son équipe, autour de 40-50 exemplaires. Puis à partir de 1943, un journal toujours clandestin qui est la Bourgogne combattante. Les articles sont en partie rédigés par Odette Jarlot, qui est également chargée de distribuer des journaux avec l'aide de ses amis jusqu'en octobre 1943, où soupçonnée, enfin en tout cas grillée, repérée, Odette Jarlot va quitter la Bourgogne pour rejoindre la Marne. Donc l'action des femmes dans la contre-propagande, de toute façon, elle est très importante parce que dans tous les cas, de façon générale, l'action de la résistance dans la contre-propagande, elle est vraiment très forte. Mais c'est difficile, souvent en plus comme on signe par des pseudonymes, de repérer l'action des articles, je vous le disais, signés par des femmes, d'autant plus qu'au départ, elles ne pensent pas qu'elles puissent rédiger elles-mêmes des articles. Autre rôle des femmes dans la résistance, ça va être dans les réseaux de renseignement. Et ça, on le sait bien que il y a quelque chose qui joue en la faveur des femmes dans ces réseaux de renseignement, c'est leur image de discrétion, l'image qu'on pouvait avoir des femmes. Et donc, elles vont être de solides appuis dans les réseaux d'évasion ou de renseignement. Il faut fournir alors à la résistance d'éventuels terrains de parachutage, le positionnement des troupes ou d'autres informations. Et j'aime bien rappeler l'action de Marcel Pardet avec sa secrétaire Simone Plessis à Dijon. Aujourd'hui, on a le collège et le lycée Marcel Pardet en son hommage. Elle était directrice du lycée Condorcet à Dijon, donc, et toutes deux, avec Simone Plessis, elles sont des agents de renseignement pour un réseau de renseignement qui est le réseau Brutus. Elles vont donc collecter des renseignements pouvant être utiles à la résistance, notamment sur les mouvements de troupes de l'armée allemande autour de Dijon. Elles vont assurer aussi des liaisons entre Paris et Toulouse, transporter de nombreux documents, des courriers, et vont recruter d'autres agents. Elles sont malheureusement arrêtées à Dijon le 3 août 1944. Elles seront ensuite déportées à Ravensbrück, où elles décèdent toutes les deux au cours de cette année 1944. Et puis, je citais tout à l'heure le réseau Alliance. Eh bien, du côté d'Arnel-Duc, on a aussi Lucienne Barnet, qui fait partie de ce réseau de renseignement. Et Lucienne Barnet, du côté d'Arnel-Duc, va participer à l'action d'un réseau de renseignement. Et malheureusement, elle sera aussi arrêtée avec son mari et tous les deux seront fusillés. Réseau de renseignement, réseau d'évasion aussi. Alors, il faut penser aux camps de prisonniers qu'on a tout autour de Dijon ou de Nevers, par exemple. Henriette Couillot, elle est infirmière et de par sa profession, du coup, elle visite les camps de prisonniers de Dijon-Longwy et elle va mettre à profit ses visites dans le camp pour organiser des évasions de prisonniers. Officiellement, en fait, elle s'y rend pour apporter du linge, apporter du ravitaillement. Les prisonniers évadés sont ensuite dirigés vers un passeur à proximité de la ligne de démarcation dans la campagne pour gagner la zone libre. Et évidemment, tout ce qui est réseau d'évasion, c'est aussi, pensons au passage de la ligne de démarcation, puisque la France jusqu'en 1942 va être coupée, notamment par cette ligne de démarcation qui sépare la France en deux zones principales. Et cette ligne de démarcation, elle coupe la Bourgogne en deux, notamment autour de Chalon-sur-Saône, au niveau de Chalon-sur-Saône. Et donc, il y a de nombreuses femmes qui vont être des passeuses pour aider des personnes en situation illégale ou des personnes pourchassées, persécutées. On pense évidemment aux personnes juives, aux prisonniers de guerre qui vont s'évader. Ces hommes, soldats, prisonniers de guerre et qui, à un moment, vont réussir à s'évader, vont essayer de passer en zone dite libre pour essayer de poursuivre la lutte. On pense aussi donc à des résistants. Et c'est donc en milieu rural, très souvent rural, que s'effectuent les passages à l'abri de l'ennemi et des regards indiscrets. Réseau d'évasion, passage de la ligne de démarcation, c'est aussi le sauvetage des Juifs. Et dans la région, on en a de nombreux exemples. Je ne vais en citer qu'un, c'est par exemple autour d'Anneau, avec Pierrette Pochard, qui avait cette habitude, et ce travail aussi, d'accueillir des enfants de l'assistance publique avant la guerre. Et bien, pendant la guerre, elle va poursuivre cette action
d'accueillir des enfants, y compris des enfants juifs, évidemment, puisqu'elle va cacher 5 enfants juifs pendant la guerre dans un petit hameau d'Hanau, en Saône-et-Loire. Elle va donc cacher ses enfants. Elle va être une fois très proche d'une perquisition et elle va réussir à sauver 5 de ses enfants. Elle a été décorée du titre de Juste parmi les nations, à titre posthume après la guerre, et sa famille a choisi de faire don de cette médaille des Justes qui est exposée du coup au musée de la Résistance. Donc il y a nombreuses personnes en France qui ont pris le risque de cacher et de sauver notamment des enfants juifs, et qui ont reçu ce titre de Juste parmi les nations. Et puis sur ce lieu, c'est aussi le rôle de Marcel Emonet, qui collectait du lait dans les fermes de l'Auxois, qui va transporter souvent du matériel pour la résistance et qui va convoyer des évadés, des réfractaires aussi au service du travail obligatoire. À partir de 1943, est mis en place le service du travail obligatoire et des personnes comme Marcel Emonet vont faire le transit en fait. Vont faire le transit de ces jeunes réfractaires, donc qui refusent de partir travailler en Allemagne, près d'un maquis, et elle, ce sera pour le maquis Bayard, ici, dans la région. Un autre aspect aussi de l'action des femmes dans la résistance, c'est de mettre à profit sa profession. Beaucoup de personnes sont ce que l'on appelle des personnes qui continuent d'avoir une légalité, donc d'avoir leur profession, on va dire qu'ils sont des légaux, au contraire d'être clandestins. Et donc, selon leur profession, certaines femmes vont mettre à profit justement leur travail au service de la résistance. On pense par exemple aux institutrices qui sont aussi souvent secrétaires de mairie et qui vont du coup pouvoir faire prendre et confier comme ça des faux papiers, des tickets de rationnement aux personnes qui ne peuvent plus en avoir parce qu'ils sont dans cette situation d'illégalité, des personnes juives, des résistants qui vont être grillés, donc recherchés, des réfractaires au service du travail obligatoire. Et puis Odette Jarlot à Beaune, dont je vous disais, qui s'occupait de ce journal La Bourgogne combattante, eh bien elle est aussi institutrice. Et l'obligation des instituteurs et des institutrices, c'est par exemple pendant la guerre, d'afficher le portrait du maréchal Pétain dans la classe, de faire chanter « Maréchal, nous voilà » tous les matins, d'envoyer des courriers, notamment au moment de la fête des mères ou à Noël auprès du maréchal Pétain. Eh bien Odette Jarlot, parce que voilà, elle a cette âme de résistante, eh bien elle affichait le portrait du maréchal Pétain, évidemment dans sa classe, mais fermé dans un placard. Donc ça veut dire que si jamais il y avait un contrôle, une inspection, elle ouvrait les portes du placard où était affiché le portrait du maréchal Pétain. Et donc voilà, comme ça, elle montrait que il était bien sûr accroché ce portrait. On pense aussi du côté de Clamecy à Jeannette Collat, une figure importante de la résistance aussi du Morvan, qui va devenir à l'été 44 secrétaire du maquis du Loup. Alors c'est un petit peu plus loin ici, Clamecy, mais c'est important parce que on peut voir qu'à travers son activité, elle travaillait au sein des PTT, donc c'est la poste de l'époque, où à l'époque, du coup, on devait transmettre pour téléphoner à quelqu'un passé par une centrale téléphonique. Et donc, Jeannette Collat travaille à ce centrale téléphonique. Et bien donc, évidemment, elle entend les messages des troupes allemandes, de la commandanture, des gendarmes qui vont indiquer qu'il va y avoir une arrestation. Donc, elle peut prévenir. Et ça, c'est plein de petites actions comme ça. De prévenir des personnes qu'il va y avoir une arrestation, de détourner aussi le courrier pour éviter, parce qu'il faut aussi bien penser que pendant la guerre, il y a eu énormément de lettres de dénonciation. Donc détourner du courrier aussi, de dénonciation. Donc elle va vérifier le courrier qui arrive de la commandanture, intercepter ces dénonciations anonymes. Et donc assurer des contacts pendant toute la durée de la guerre, avec Georges Moreau, qui va devenir le chef du maquis du Loup. Et au mois d'août 1944, eh bien, là, elle est grillée, et donc elle va rejoindre
directement le maquis du Loup dans les bois, à Creux, à côté de Clamecy. Mais auparavant, et moi j'aime toujours raconter cette anecdote parce que ça montre à quel point, en fait, voilà, la résistance, à la fois, utilise l'image de la femme, qui, je vous le dis depuis le début, voilà, c'était cette image innocente, hein, mais où on n'imagine pas qu'une femme puisse prendre de tels risques. Et bien, à un moment, Jeannette Collat, elle va détourner une ligne de téléphone pour être en liaison directe entre son appartement et le maquis du Loup qui est dans les bois. Et elle va détourner cette ligne de téléphone sous les yeux de soldats allemands qui lui disent « Qu'est-ce que tu fais, Jeannette ?» Et elle répond simplement « Je détourne le téléphone » et tout le monde rigole. Voilà. Parce que personne ne soupçonne, effectivement, une femme qu'elle va, on va le voir aussi avec l'action d'agent de liaison, transporter. Évidemment, c'est des stéréotypes. Mais il faut toujours penser qu'un stéréotype, c'est toujours basé quand même sur un fond de vérité. Eh bien oui, ça a marché comme ça. Même si, on va le voir, à un moment, les risques encourus par les femmes vont être les mêmes et du coup, la répression sera aussi très forte. D'accord ? Donc au sein, il y a l'action des femmes, c'est dans cette contre-propagande, dans ces réseaux de renseignement et d'évasion. Mettre à profit sa profession, évidemment. Donc on pense aux institutrices, secrétaires de mairie, les infirmières également, on le voyait là, avec l'entrée comme ça, que ça donne entrée dans les camps de prisonniers, pour faire évader des prisonniers de guerre. Au sein justement des services PTT, de la poste, des téléphones. Mais aussi avec le développement des maquis, donc ce sont ces groupes de résistants qui vont se cacher pour agir hein, dans les bois, et j'aime bien penser toujours au terme d'agir, hein, parce que c'est pas juste se cacher. Hein, ça, on n'est pas résistant si on fait juste se cacher, donc il faut toujours l'action de nuire. Le développement des maquis, qui est surtout en partie dû à l'instauration, je vous le disais, du service du travail obligatoire en 1943, eh bien les femmes vont prendre en charge de nouvelles fonctions. Elles sont rarement présentes au sein du maquis, c'est-à-dire qu'un maquis, ça, au départ 3-4 hommes, ça va être au moins 700, parfois 1 millier d'hommes, d'accord ? Donc c'est très important, un nombre très important dans les forêts, et il y aura quand même 10 000 maquisards à l'été 44 dans le Morvan, donc un nombre important de maquis. Mais évidemment, une femme ne va pas forcément rester au sein du maquis, vivre dans le maquis. Alors, celles qui y sont, et j'ai rapporté cette dernière publication que nous venons de faire ici pour le 80e anniversaire de la Libération, qui sont ces dessins qui ont été confectionnés, réalisés à l'encre de Chine et au gasoil par un maquisard qui s'appelait Blémus, enfin qui s'appelait Cherbourg, dit Blémus. Et donc on a ces représentations de ces femmes, la combattante, ici l'infirmière, infirmière également, aussi ici au sein du maquis Camille, et puis on le reverra aussi, ça va être Lucette Longhi, voilà, infirmière au sein du maquis Camille, on la voit ici aussi, qui transporte là les brancards, qui va organiser un centre d'infirmerie au sein de la ferme d'Ego pour le maquis Camille. Et donc, elles sont peu nombreuses à vivre au sein du maquis. Celles qui y sont souvent des femmes qui sont liées à un homme, c'est-à-dire la sœur, l'épouse, comme Lise Le Bourneau, qui est donc cette figure féminine que vous allez retrouver sur l'affiche. On voit très peu là, mais sur l'affiche de l'exposition des femmes dans la résistance, c'est cette femme qui est en photo avec une mitraillette Sten. Elle est dans le maquis, c'est l'épouse du chef, Georges Le Bourneau, et en fait, elle va combattre les armes à la main parce qu'elle a déjà eu cette expérience avant-guerre de la guerre d'Espagne. Elle est espagnole, hein, Lise Le Bourneau, elle est née Palacios, et donc elle a cette expérience, donc forcément, elle va convoyer les recrues, former les jeunes jusqu'au maquis, le maquis Daniel, du côté plutôt là de Corbigny, d'accord ? Et du coup, elle est dans le maquis. Ces femmes, Lucette Longhi qui va organiser l'infirmerie, c'est la sœur de Jean Longhi. On va voir comme ça des femmes au sein du maquis, mais elles sont peu nombreuses, ou alors elles sont infirmières. Parce qu'il faut toujours repenser qu'une femme au milieu de 700 hommes, ça a beau être des résistants, ça reste des hommes, et ça peut être dangereux, effectivement, pour elles de vivre au sein d'un maquis. Donc le plus souvent, les femmes dans un maquis, elles ne sont pas combattantes.
très peu souvent, parce qu'il faut bien penser aussi que les maquisards cherchent des armes, et qu'au départ, on en a peu, jusqu'au parachutage, et si on en a peu, on va encore moins en confier à des femmes. Vous imaginez bien, elles sont pas souvent chefs, responsables, et encore moins combattre avec des armes à la main. Les réfractaires au STO qui deviennent maquisards, il faut les former au maniement des armes. Et la résistance, notamment dans les maquis, va avoir cette conception armée, de lutte armée, comme à l'armée, une organisation militaire. D'accord ? Donc, évidemment, on ne laisse pas trop la place aux femmes comme ça pour combattre les armes à la main. Autre exemple, c'est Jeanne Boëck, par exemple, qui est chimiste. Alors elle, c'est du côté de la Bretagne, hein, je vais très loin, mais elle a entendu l'appel du général de Gaulle, elle faisait des études de chimie, elle va donc rejoindre Londres et et recevoir cette formation d'agent du SOE pour ensuite être parachutée en Bretagne pour former les jeunes, les maquisards, les résistants à la création d'explosifs. Je vous assure qu'elle le raconte, son ouvrage, c'est la plastiqueuse à bicyclette. Eh bien, quand elle arrive, donc elle est parachutée, et qu'elle dit, bon, ben voilà, c'est moi qui vais vous former au maniement, à la création d'explosifs, personne n'en veut. Hein. Bah, évidemment, être formé comme ça par une femme, bah, il va bien falloir qu'ils s'exécutent, tous ces hommes, parce que c'est elle qui sait, d'accord ? Mais au départ, c'est toujours l'idée il faut faire ses preuves. Alors, elles sont peu souvent combattantes dans le maquis, et donc le plus souvent, c'est ces femmes qui sont agents de liaison, et évidemment aussi dans cette BD, qui est à la bibliothèque, hein, que vous retrouvez, c'est la BD qu'on a sortie l'année dernière, qui s'appelle Jeunesse au maquis, qui rend hommage et qui montre l'action des maquis du Morvan. Eh bien, j'aime toujours montrer cette planche qui est faite en plus par Hilker. Là. Souvent, nos auteurs de BD aujourd'hui sont à Nancy quand même, hein, au Salon de la BD à Nancy. Et donc, vous voyez cette planche qui est faite en croix de Lorraine, voilà, et avec au centre, c'est ce dessin qui représente aussi Carré les tombes, cette femme à vélo, évidemment, parce que l'agent de liaison, le plus souvent, c'est ça, c'est cette femme qui va circuler, le plus souvent à vélo, qui va faire de très nombreux kilomètres, et sur les routes du Morvan, c'est pas le plus simple, d'accord ? Et donc le rôle de l'agent de liaison, c'est de transporter des messages, de transporter du matériel, des armes, des renseignements. On va par exemple penser à La Roche-Millet, à Yvonne Marceau, qu'on avait appelé l'estafette rouge. Hein, évidemment, l'estafette qui transporte des messages, et rouge parce qu'elle portait souvent un pull rouge. On va penser à Louise Aubin, qui est l'agent de liaison du maquis Bernard du côté de Montsauche, ou Roux en Morvan, qui était institutrice, qui avait déjà qui s'était engagée dès le début de la guerre. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle faisait passer la frontière dans les Pyrénées-Orientales avec l'Espagne. Elle fait passer la frontière à Joseph Kessel, notamment, et à l'écrivain, donc. Et à un moment, elle se retrouve à faire passer la frontière à qui ? À son propre père. Ni l'un ni l'autre n'avait parlé de son engagement dans la résistance. D'accord ? Et donc, à un moment pareil, hein, elle est grillée. J'emploie souvent ce terme parce que ça montre aussi que la résistance, il faut énormément se déplacer, on passe par des fausses identités, parce qu'évidemment, de l'autre côté, la répression, elle est importante de la police de Vichy, mais aussi des troupes allemandes. Mais pensons, là, lorsque dernièrement Missak Manouchian est entré au Panthéon, et les membres de l'Affiche Rouge, on a pu évoquer cette traque autour de l'Affiche Rouge et de l'action vraiment spécifique, importante. Hein. La résistance, les résistants de 1940, ils sont peu nombreux à voir la fin de la guerre. Parce que cette clandestinité, elle est dangereuse, évidemment. Et qu'au départ, on n'a pas mesuré toutes les précautions à prendre. En tout cas, ils sont souvent grillés, les résistants, et donc ils sont obligés de passer dans la clandestinité, de venir, par exemple, rejoindre les maquis du Morvan, changer de département, etc. Eh bien, Louise Aubin, elle est dans le sud de la France, et donc à un moment, effectivement, elle est grillée, et donc elle va demander sa mutation comme institutrice, et elle arrive à Vauclès. Elle se dit, bon, c'est fini, la résistance,
c'est dangereux, etc. Puis finalement, elle est rattrapée par des actions de résistance et elle va devenir l'agent de liaison du maquis Bernard. Elle s'employait à mettre ses petits papiers, c'est des petits papiers qu'il faut emmener à un chef, etc., dans son chignon, par exemple. Et un jour, lorsqu'elle est arrêtée lors d'un contrôle, ce papier tombe. Heureusement, personne ne s'en rend compte et elle joue sur aussi l'image d'une femme qui va sourire et qui va déjouer l'attention des soldats allemands. En tout cas, à partir de ce jour-là, elle va décider d'apprendre par cœur les messages. D'accord ? Et j'aime bien rappeler, alors, parce qu'en plus on était sur la BD, on vient de mener différents ateliers avec le collège de Saulieu, où j'ai pu expliquer différentes actions de la résistance autour de Saulieu. Et il y a un groupe, parce que l'idée était de montrer différentes actions de la résistance, d'événements, pour qu'ensuite les élèves de 3e puissent confectionner une planche de bande dessinée. Le travail sera présenté prochainement. Et du coup, il y a un groupe d'élèves qui a retenu son attention sur ça, sur Louise Aubin. Donc après, c'est fictif, il part de faits réels. Mais voilà, avec ce message qui tombe du chignon, parce que évidemment, c'est quelque chose qui est marquant. C'était prêt à être arrêté. Et donc, de prendre tous ces risques et ces précautions. Donc ensuite, évidemment, la plupart des agents de liaison apprenaient par cœur les messages. Mais lorsque l'agent de liaison doit transporter une mitraillette Sten qu'on peut démonter, et du coup, les femmes vont transporter souvent ça à vélo, dans une sacoche de vélo, des armes, alors c'est aussi un stéréotype, mais c'est vrai, dans un landau, par exemple, parce que comme ça, on est moins repérable, on pense moins qu'une femme avec un bébé puisse prendre de tels risques. Et je repensais aux membres de l'affiche rouge. Il y avait parmi eux aussi une femme qui était Golda Bansik, qui a été aussi arrêtée dans le groupe de l'affiche rouge avec Missak Manouchian. Eh bien, il faut bien penser que ces hommes de l'affiche rouge, quand ils faisaient leurs opérations dans Paris, en région parisienne, ils n'avaient pas d'armes sur eux. C'est Golda Bansik qui transportait, elle, les armes ou les explosifs jusqu'au lieu de l'opération et qui repartait ensuite avec. Donc c'est elle aussi qui prend les risques parce que justement on se dit ces femmes vont être moins souvent arrêtées. Et puis comme agent de liaison, évidemment, c'est Christiane Perceret, autour du maquis Bourgogne, à Henrican, du côté de Semur-en-Ossois, sous le pseudonyme de Yoli. Et je pense aussi au travail d'élèves lycéens il y a quelques années qui ont fait un superbe documentaire, un docu-fiction, on va dire, sur Yoli, sur le rôle de Christiane Perceret, qui était donc l'agent de liaison de Henrican, du chef. Elle veut participer au combat. Henrican ne souhaite plutôt la protéger. Elle est très jeune, mais elle ne participe qu'au combat au moment des dernières actions du groupe, puisque le maquis est anéanti le 3 août 1944, et elle va participer à une mission très dangereuse le 7 septembre 1944. Il faut faire parvenir aux résistants dijonnais un stock d'armes. L'état-major ne souhaite pas qu'elle y participe, mais elle le fait quand même, surtout qu'elle parle allemand. Donc c'est ça aussi qu'il faut penser aussi dans ces réseaux aussi de renseignement, c'est aussi de contre-propagande. C'était aussi toutes ces femmes qui parlaient aussi allemand, qui sont souvent étrangères. Et on pourrait aussi parler de toute l'action des étrangers dans la résistance. Et donc elle parle allemand, donc chose très utile. Et donc elle va participer à cette transmission de stock d'armes. Malheureusement, l'équipe est arrêtée près de Pont-de-Pagny et les résistants sont abattus. Yoli, Christiane Perceret, qui est âgée seulement de 17 ans, est également tuée par l'ennemi. Donc vous voyez, au sein de ces groupes armés qui sont souvent les maquis, eh bien, il y a toujours ces femmes qui transitent autour. Et puis aussi au sein des services sociaux et médicaux. Je vous disais, Lucette Longhi, là, qu'on montrait, eh bien, elle va organiser, elle est infirmière, eh bien, elle va organiser avec sa fille Gisèle l'infirmerie, avec l'aide précieuse du pharmacien de l'Orme, de l'autre côté. Et lorsque le 26 juin 1944, au château de Vermont, le maquis Camille est attaqué, eh bien, où ils avaient installé un hôpital de maquis, eh bien, elle va réorganiser ensuite à la ferme d'Ego l'intendance et diriger le personnel infirmier, puisqu'elle va
créer ce que l'on appelle le comité des œuvres sociales des organisations de résistance, c'est-à-dire l'aide aux familles des maquisards, à l'été 44. Eh bien oui, les maquisards, souvent, les hommes ne sont plus là pour aider dans les familles au travail, ils sont clandestins, etc. Eh bien, il faut penser à l'organisation, le soutien financier, parce que c'est ça, hein, c'est du soutien financier aussi à ces familles de maquisards. Aussi, on peut penser à Suzanne Fontaine, qui va être l'infirmière autour du maquis Vauban. Alors, le maquis Vauban, c'est celui qui trouve refuge dans le Morvan pendant l'hiver 43-44, qui va trouver refuge dans ce superbe lieu qui est donc aujourd'hui qui est ce superbe lieu. La petite chapelle au bord du lac de Saint-Aignan, parce qu'à l'époque, pendant l'hiver 43-44, il n'y a pas de lac, mais c'est surtout qu'il fait très froid. Et on a le témoignage d'Armand Simoneau, le chef, hein, qui passe, ils sont 12 à passer cet hiver 43-44 dans la neige, dans cette petite chapelle. Et Suzanne Fontaine, eh bien, elle travaillait dans une institution religieuse et elle va obtenir de sa hiérarchie le droit de participer aux actions du maquis Vauban. Et elle va donc organiser le service sanitaire du maquis Vauban. Et on la retrouve sur des photos à la libération du maquis Vauban. Et puis, il faut surtout aussi penser autour de ces maquis, qui sont donc, tout ça, ces hommes et femmes sont des hors-la-loi. Ils ont désobéi, ils sont donc dans l'illégalité, et donc ils n'obtiennent plus de tickets de rationnement. Eh bien, il faut aussi les ravitailler. Et donc, c'est ces femmes qui vont organiser le ravitaillement, qui vont assurer ce ravitaillement, se charger de centraliser les denrées, qui vont aussi, ces villageoises qui vont héberger des maquisards ou des clandestins, qui font partie de toutes ces femmes anonymes qui, là, vous raccommodent le linge des maquisards, toutes ces petites tâches utiles à la résistance en offrant le gîte et le couvert. Eh bien, ces femmes sont aussi associées à ces terroristes et sont donc complices. Les familles des maquisards, notamment les mères et les épouses restées au village, ont donc un rôle important. Et souvent, ces femmes qui restent au village sont ce qu'on appelle des boîtes aux lettres, où elles ont un rôle d'hôtesse. Leur boîte aux lettres, c'est-à-dire que leur maison est un centre d'accueil, de passage, de rendez-vous entre résistants. Et donc, leur maison est un point de chute indispensable pour des réunions. Les résistants s'y rendent pour obtenir leurs ordres de mission et elles vont donc participer à ces réseaux de résistance, de transmission de messages, de renseignements. Elles n'ont pas forcément à circuler comme l'agent de liaison, mais c'est souvent des personnes de confiance qui ont une situation officielle, qui ne sont pas clandestins. Ça peut être dans un hôtel, un café, un tabac. Et c'est souvent ce couple qui va occuper une sorte de relais, de trait d'union entre les maquisards, hein, et pour obtenir tous ces messages ou faire office de réunion, de lieu de passage. Donc vous voyez, le rôle des femmes, il est vraiment pluriel et divers. Et il faut bien penser que les motivations, elles sont toujours propres à chacun, hommes et femmes, selon son éducation, selon si l'on a été élevé évidemment dans la haine du Boche à l'époque, hein, au lendemain de la Première Guerre mondiale, si on a eu un grand-père mutilé de guerre, ou qui ne revient pas de la Première Guerre mondiale, eh bien, selon aussi si on fait des études ou non, selon ces réseaux de sociabilité, en fait. Si on est étudiante dans une grande ville, à Dijon, à Lyon ou Paris, on va plus facilement être dans ces mouvements de lutte, en tout cas d'action, de mobilisation politique. Alors que très souvent, une femme au fin fond d'une ferme dans le Morvan, bien, elle ne va pas forcément s'engager dès 1940. À moins qu'à, par contre, c'est souvent aussi les circonstances qui font. Il y a, selon comment on a grandi, selon son parcours socio-professionnel, mais aussi les circonstances. Lorsqu'un avion britannique s'écrase dans le Morvan, et que d'un coup, il va falloir, il y a quelques survivants, eh bien, il faut nourrir ces aviateurs, leur trouver une tenue de civil, raccommoder des choses. Ben voilà, les femmes, d'un coup, elles vont se retrouver mobilisées. Mais plus tardivement, parfois. Ça va être parfois un réflexe patriotique, comme Germaine Tillion, qui est ethnologue, qui revient
de ses missions dans les Aurès en Algérie, juste avant le début de la guerre, et qui, d'un coup, entend le discours du maréchal Pétain qui appelle les Français à renoncer au combat, eh bien, elle va avoir ce réflexe, et c'est même, je dis souvent ça parce que c'est important, c'est que c'est un réflexe physique. Elle, lorsqu'elle entend le discours du maréchal Pétain, eh bien, elle en a la nausée, physiquement. Et très rapidement, elle va organiser et se tourner vers le musée de l'Homme pour essayer de trouver d'autres partenaires, des personnes qui vont être aussi susceptibles de faire quelque chose. Et puis, il peut y avoir des motivations plus proprement féminines, c'est-à-dire face aux rigueurs de l'occupation. Parce que c'est souvent les femmes qui vont faire la queue pour trouver du ravitaillement face à la pénurie. Eh bien, parfois, les femmes vont se sentir vraiment indignées et vont s'organiser parfois avec des actions de manifestation de ménagères. Lorsqu'il y a, justement, on fait la queue pour le ravitaillement, eh bien, certaines vont organiser comme ça des manifestations de ménagères. On pense à Lise Ricol, l'épouse d'Arthur London, après la guerre, qui va donc, même pendant la guerre, qui va donc organiser comme ça des manifestations de ménagères. À un moment, avec les francs-tireurs et partisans à Paris, elle va être arrêtée, emprisonnée, condamnée à mort. Et en fait, elle doit sa survie. Alors, les femmes qui étaient condamnées à mort, la seule possibilité pour échapper à la mort, c'était si elles étaient enceintes. Et Lise Ricol apprend qu'elle est enceinte en prison, et donc sa peine est commuée en détention à perpétuité, ce qui n'est pas mieux, et donc elle va être déportée. Donc, vous voyez, le patriotisme peut être une motivation importante. Beaucoup vont refuser de voir leur pays occupé. L'entourage familial et l'éducation peuvent aussi influencer ce choix. L'engagement antérieur dans la lutte, dans l'antifascisme. On pense à Lise Le Bourneau qui était déjà engagée dans la guerre d'Espagne. Bertolt Albrecht aussi qui s'engageait à accueillir des réfugiés allemands bien dans les années 30. Mais ça peut être aussi par l'intermédiaire de solidarité professionnelle, amicale, familiale. Une réaction aussi face à la politique familiale de Vichy. Le droit à l'avortement est passible de peine de mort pendant la guerre. Une femme est d'ailleurs exécutée parce qu'elle a participé à un avortement. Donc il peut y avoir des motivations comme ça, plus spécifiquement féminines, face aux rigueurs de l'occupation, face au fait que les hommes sont prisonniers de guerre, et donc aussi face à l'ordre moral de Vichy. Et dans la résistance des femmes, on va retrouver toutes les classes d'âge, toutes les professions vont être représentées. Les femmes au foyer sont souvent importantes, environ 40%. On va retrouver un fort pourcentage d'employés, de commerçantes, de professions libérales et aussi d'enseignantes. Dans ses débuts, la résistance ne prédispose en rien les tâches qui seraient féminines ou masculines. Certaines même sont nécessairement partagées puisqu'elles utilisent le domicile familial. Donc, hommes et femmes dans la résistance, en tout cas, au départ, on peut se dire que la résistance va utiliser l'image de la femme pour avoir certaines actions. Les femmes sont souvent la logistique dans la résistance, mais au final, les risques encourus sont vraiment les mêmes. Hommes et femmes, lorsqu'ils sont arrêtés, eh bien, peuvent subir la torture et donc encourir la mort. La seule différence, malheureusement, enfin, je ne sais pas, en tout cas, dans le mode d'exécution, puisqu'on considère à l'époque être fusillé, puisque c'est ce qu'encourent les résistants, ou à la fois aussi comme otages. Beaucoup de femmes sont arrêtées, torturées, déférées dans les tribunaux spéciaux allemands ou cours martiales de Vichy, et certaines femmes sont donc condamnées à mort. La seule différence, c'est donc, je vous le disais, dans le mode d'exécution, puisqu'on considère à l'époque qu'on ne va pas fusiller une femme. Encore moins sur le sol français, parce que ça choquerait l'opinion française. Donc les femmes qui sont condamnées à mort sont envoyées pour être exécutées en Allemagne, où elles sont décapitées, guillotinées. C'est le cas, je citais tout à l'heure de Golda Bansik, qui est membre des 23 de la Fiche Rouge. Eh bien, elle va être envoyée en Allemagne pour y être exécutée, alors que les autres membres de la Fiche Rouge sont fusillés au Mont Valérien.
D'accord ? Oui, c'est guère mieux. Sinon, les femmes sont déportées. Et donc, pour beaucoup, ce fut la déportation. Et c'est le camp de Ravensbrück, qui est un camp spécifiquement pour les femmes dans la déportation. Dans ces lieux de répression, en prison, dans les camps, les femmes qui sont arrêtées pour résistance, souvent poursuivent le combat. Et on va recenser des actions collectives de femmes dans ces lieux. Ça peut paraître incroyable, même en prison. On va continuer d'agir, je vous le disais, de créer des petits tracts comme ça au sein de la petite roquette. Les femmes qui sont condamnées politiques, notamment communistes, vont bénéficier de l'expérience d'une pratique organisée comme ça au sein de mouvements, de groupes, et donc qu'elles avaient acquises avant la guerre. Et certaines vont organiser des actions collectives et coordonnées, des manifestations patriotiques, par exemple à l'occasion du 11 novembre ou du 14 juillet. Donc, c'est-à-dire qu'on va décider de chanter la Marseillaise, qu'on va faire une action comme ça importante, même en prison. Organiser des cours d'histoire politique, de sensibilisation politique. Et jusque dans les camps de concentration, la résistance va perdurer. C'est Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est une figure de la résistance communiste, qui était journaliste et qui, déjà dans les années 30, pour un magazine, va faire parcourir l'Allemagne et faire un reportage sur les camps de concentration, dans les années 30, et qui sera elle-même déportée. Et elle a toujours répété que la résistance ne s'arrêtait pas aux portes des camps. Et donc, les actions des résistantes, ça va viser surtout à trouver des moyens de survie, de préservation de leur dignité de femme. Ça va être Geneviève de Gaulle qui raconte dans son ouvrage « La traversée de la nuit » que pour son anniversaire, toutes les femmes avaient gardé un morceau de mie de pain. Et on sait à quel point le pain, avoir son morceau de pain était important face au très peu de nourriture qu'on avait dans les camps. Eh bien, chacune de ses compagnes, de ses amies, avait gardé un petit morceau de mie de pain pour confectionner un petit gâteau d'anniversaire. C'est par exemple ça, mais ça va être jusqu'à des actions de sabotage. On est déporté, certaines femmes comme Simone Michel-Lévy, qui avait aussi exercé son action de résistance au sein de la Poste, des PTT, eh bien, elle va être arrêtée, déportée et envoyée dans un commando de travail, dans une usine, et elle va participer à une action de sabotage dans cette usine. Elle est repérée et elle sera pendue à Flossenbürg, quelques jours avant l'arrivée des Américains. Et Simone Michel-Lévy, c'est une des rares femmes, je vais juste en reparler en conclusion, de ces femmes compagnons de la libération. Donc l'idée, ça a été vraiment de montrer toutes ces actions des femmes dans la résistance, montrer que les motivations, elles sont toujours propres à chacun. La résistance, c'est vraiment un engagement personnel et qu'il peut y avoir des actions, des motivations plus proprement féminines. En tout cas, dans la répression, voilà, tout le monde encourt les mêmes risques. Et si au départ, la résistance s'est dit, on va utiliser l'image de la femme, cette image de discrétion innocente, à un moment, les troupes allemandes et les troupes de Vichy aussi se rendent bien compte qu'il y a aussi des femmes dans la résistance, et donc on va essayer de contrôler aussi. J'aborderai cette conclusion en deux temps, pour évoquer aussi comment est-ce qu'on a parlé du rôle des femmes dans la résistance depuis la fin de la guerre. On a pu le voir que dans ce contexte nouveau provoqué par la guerre, le déclenchement de la guerre, les femmes ont donc assuré leur devoir de citoyenne sans en avoir les droits, et ce, de multiples manières. Du renseignement, des réseaux de renseignement, la contre-propagande et à un moment aussi la lutte armée, autour de la lutte armée. Elles ont donc assuré ce que l'on appelle la logistique de la résistance qui n'aurait pu fonctionner sans cet apport. C'est donc une résistance patriotique, civile ou caritative. En tout cas, les femmes ont pris part à diverses actions luttant contre l'occupant et Vichy. Elles ont occupé souvent des postes des activités proprement féminins, et ces différences par rapport à la résistance masculine ne sont évidemment que le reflet des différences qui existaient entre les hommes et les femmes dans la société de l'époque. Un niveau d'instruction légèrement inférieur pour les femmes, mais surtout une moindre insertion dans le réseau de relations sociales et professionnelles. De toute façon, vouées aux tâches matérielles du foyer, elles avaient un rapport avec l'ordre établi qui n'était pas celui des hommes.
Claire Andrieux, qui est spécialiste aussi de cette question, écrit « Or, la société, d'une certaine façon, il était peut-être plus aisé pour les femmes de passer hors la loi. » Effectivement, ce qui marque aujourd'hui dans les derniers travaux autour des femmes de la résistance, c'est la précocité de l'engagement des femmes dans la résistance. Les études montrent en fait qu'il y a eu une certaine spontanéité, sans mot d'ordre, alors que les femmes avaient tout à perdre, eh bien, elles vont ouvrir leurs portes. Je disais la paysanne, la concierge, l'infirmière, voilà, qui d'un coup, sans mot d'ordre, vont décider de faire quelque chose et qui souvent n'est pas répertorié. C'est souvent un engagement autonome. Pour les 2/3 d'entre elles, eh bien, si elles étaient mariées, eh bien, c'est sans l'homme, sans lui en faire part. Et souvent, ce sont des femmes qui sont célibataires, souvent jeunes aussi, ou veuves. Après-guerre, les femmes ont été moins nombreuses que les hommes à faire valoir leurs droits, considérant sans doute que leur action allait de soi. Ces femmes qui avaient donc transgressé les lois et coutumes en vigueur se sont souvent effacées derrière leur mari. Citoyennes dans les faits, elles le devenaient enfin, accédant au droit de vote et à l'éligibilité par l'ordonnance du 21 avril 1944. Ça fera donc 80 ans dans quelques jours. La guerre et l'occupation allemande ont donc permis à de nombreuses Françaises d'exprimer leur bravoure, leur esprit de solidarité et leur sens civique. On pourrait dire que ça a été une aventure féminine menée avec les hommes, avec les mêmes risques dans le combat. Mais est-ce que leur combat a été reconnu à leur juste valeur ? Bien, on peut dire que pendant longtemps, cette action des femmes dans la résistance a été oubliée. La reconnaissance du rôle de ces femmes a été tardive. Et évidemment, cette reconnaissance, elle est liée au questionnement de la société, à la place des femmes aussi au sein de celle-ci. Après la guerre, il faut bien penser que la résistance, elle est perçue comme une action armée. Pensons aux cérémonies d'après-guerre. Il suffit de regarder plein de photographies des cérémonies après-guerre. Il n'y a que des hommes en uniforme. C'est une définition militaire de la résistance après la guerre. C'est une définition militaire, c'est-à-dire armée. La résistance, le résistant, c'est le combattant armé. Et évidemment, il n'y a pas de place pour les femmes à ce moment-là. Rappelons aussi la faible reconnaissance officielle. Je vous disais 12%, ça veut dire que c'est 12% de femmes dans la population résistante qui ont fait valoir leurs droits, c'est peu. Souvent, en fait, c'est le mari qui a fait valoir les droits. On était résistants tous les deux, donc voilà. Et puis, on peut penser aussi, ça c'est quand même assez révélateur, de cette faible reconnaissance. Il y a eu un ordre élitiste qui a été créé, élitaire, un ordre élitaire qui a été créé pendant la guerre par le général de Gaulle, qui est l'ordre de Compagnons de la Libération. Et au total, jusqu'en 1946, puisque cet ordre est clos le 23 janvier 1946, eh bien, il y a eu 1036 croix décernées à titre individuel, du titre de Compagnons de la Libération. Sur ces 1036, on ne compte que 6 femmes, ce qui représente 0,6% de l'ensemble. On a écrit pourtant très tôt aussi sur les femmes dans la résistance. Dès l'après-guerre, les femmes ont publié leurs témoignages. On pense à Agnès Ternoir, qui ont publié leurs témoignages, qui ont raconté sous diverses formes leurs activités clandestines. Mais il semble que ce que les résistantes disaient n'était pas assez intéressant pour cette époque où l'on centrait son attention sur les résistants qui avaient combattu les armes à la main. Il a fallu attendre les années 70 pour que s'opère ce tournant historiographique. Les années 70, c'est aussi les années des mouvements féministes. Ce tournant historiographique impulsé par l'Union des femmes françaises, qui a organisé un colloque en 1975 sur les femmes dans la résistance et qui sera publié 2 années plus tard. Cette historiographie a poursuivi son cheminement lié aux évolutions des mentalités et plus particulièrement au féminisme. Au départ, ce sont des universitaires américaines, puis françaises, et comme je rappelais que ce public est souvent féminin, les premières historiennes à travailler sur cette question ont été aussi des femmes. Et c'est donc à partir notamment des années 2000 où là on peut recenser de nombreux travaux universitaires, des publications, et les femmes elles-mêmes, des résistantes, mais aussi des résistantes déportées qui ont souvent maintenant publié leurs témoignages, des travaux, des mémoires, des bandes dessinées sur le rôle des femmes dans la résistance.
Et puis, évidemment, jusqu'à dernièrement, et je ne peux que vous la conseiller, parce que moi, je me suis régalée, j'aimerais réécouter encore comme toute cette série de podcasts de Philippe Collin sur les résistantes. Il y a 10 épisodes, et c'est remarquable et c'est passionnant. Et puis, on a aussi eu des moments aussi comme ça de la reconnaissance de la nation, sur le rôle des femmes dans la résistance, qui ont mis en valeur cette action des femmes. C'est le transfert des cendres, enfin, ou en tout cas l'entrée au Panthéon, c'est même pas leurs cendres, mais bon, de Geneviève de Gaulle et Germaine Tillion, qui sont entrées au Panthéon en 2015. Ils étaient 5, aux côtés de 3 hommes. Donc c'est 2 femmes, mais parfois on oublie parce que c'était un collectif finalement qui sont entrés au Panthéon. Joséphine Baker aussi, l'année dernière. Ça a été important, une figure importante de la résistance, de la France libre aussi, espionne, pour tout son engagement aussi en faveur de la liberté, mais aussi contre les discriminations. Et puis, plus dernièrement, alors effectivement, Missak Manouchian est entrée au Panthéon avec sa femme, son épouse, Mélinée. Elle y entre parce qu'aujourd'hui, on ne sépare plus les couples qui entrent au Panthéon. Elle y est entrée pour accompagner aussi son mari. Mais on a rappelé aussi le rôle de ces résistants de la Fiche Rouge, et je crois que je l'ai aussi bien rappelé là, de Golda Bansik aussi, qui figure du coup parmi ces noms de la Fiche Rouge. Et puis, c'est toutes ces actions qui sont menées, je trouve, ces dernières années autour du rôle des femmes dans la résistance. Évidemment, on en parle davantage. Et je ne peux que saluer que cette exposition soit accueillie ici, cette exposition que nous avons réalisée ici à la médiathèque de Saulieu, que vous pourrez retrouver aussi cet été dans différentes communes du Morvan, en plein air. Et les expositions, comme ici à la médiathèque, où c'est gratuit, je trouve que c'est très important parce que ça reste accessible à toutes et à tous pour justement en connaître et en savoir davantage. Et évidemment, ici à la médiathèque, il y a aussi un certain nombre d'ouvrages sur les femmes dans la résistance, pour tous les goûts, pour tous les âges, et que je ne peux que vous conseiller. Je vous remercie. S'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas.